It's a beautiful world, and it's right here underneath your nose. Just breathe in and take it all. There is one thing you should know. It's a beautiful world. Aujourd'hui, lorsqu'on atterrit dans les Caraïbes, en venant d'Europe ou d'Amérique, le premier contact est une aérogare fonctionnelle avec des infrastructures devenues standards, interchangeables. L'aviation commerciale moderne a quasiment aboli l'espace, le temps et les différences. Certains se demandent même si les îles n'auraient pas un peu perdu leur âme. En tout cas, les eaux y sont toujours turquoises et la température aussi douce. Pour ces îles qui vivent essentiellement du tourisme, l'aviation est un cadeau du ciel. La quasi-totalité des îles habitées des Caraïbes dispose désormais d'une piste d'atterrissage. Il y a des pistes partout et cela maintenant paraît naturel. Si certaines de ces pistes existent, c'est grâce à quelques aviateurs intrépides, de véritables pionniers qui étaient déterminés à poser leur avion partout, même sur les terrains les plus improbables. Live each day and have a blast. Live it like it was your last. Dans toutes les îles, la piste d'atterrissage est devenue l'équivalent de l'artère principale, le lien privilégié entre l'île et le monde extérieur. L'aéroport est devenu un lieu d'activité vital, un centre économique, politique et diplomatique, le symbole de la réduction de l'espace et du temps. Là où les déplacements se comptaient en jours, ils se comptent désormais en heures. L'aérogare elle-même est devenue un lieu de rencontre avec une fonction sociale très importante. Je sais que personnellement, quand je veux voir des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, je vais à l'aéroport et presque à tous les coups, je rencontre des gens que je n'ai pas vus depuis 10 ou 15 ans. Elle permet de maintenir les liens entre les habitants. Bien évidemment, il y a ceux qui viennent accompagner les gens qui partent, ceux qui attendent la famille qui arrive. Et c'est un lieu de rencontre qui est incontournable pour précisément maintenir ce lien social indispensable à la population. L'arrivée de l'avion a véritablement métamorphosé le mode de vie et aussi la physionomie de certaines îles. L'arrivée de l'aviation a lancé l'économie moderne de toutes nos petites îles. Je crois que ça nous a rendu beaucoup de services parce que, aussi bien pour les déplacements, les commerçants, que même pour les malades dans le temps, parce qu'il n'y avait pas tous ces médecins et tout le bazar. L'ouverture des voies aériennes a permis bien évidemment le début du développement touristique et a permis aussi aux habitants de Saint-Barthélemy de découvrir l'extérieur plus facilement. Les petites îles des Caraïbes avaient très peu de ressources naturelles. Saint-Barthélemy n'en possédait pratiquement aucune. Ancien repère de flibustiers et de corsaires, cette île était pauvre jusqu'à ce que l'avion modifie son destin en acheminant jusqu'à elle les premiers touristes fortunés. À 7000 km de l'Europe, l'espace aérien des Caraïbes a toujours été, depuis l'avènement de l'aviation, un des plus fréquentés de la planète par rapport au nombre d'habitants. En effet, l'arc des Antilles est un point de passage naturel entre l'Europe et l'Amérique latine,
mais surtout entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Avant l'avion, le mode de vie dans les petites Antilles n'avait pas évolué depuis longtemps. Après la Seconde Guerre mondiale, à Saint-Barthélemy comme ailleurs, l'activité principale était d'assurer sa subsistance. Et les valeurs traditionnelles occupaient une place prépondérante. Les communications avec l'extérieur passaient obligatoirement par la voie maritime. C'était très mal desservi, les échanges entre les îles n'étaient pas fréquents. Il n'y avait pratiquement rien, il y avait les goélettes. Avant, nous étions tributés du bateau à voile dans un premier temps, du bateau à moteur ensuite, puisque Saint-Barthélemy comptait quand même une trentaine de goélettes. Depuis longtemps, une flottille de goélettes était basée à Saint-Barthélemy. Grâce à un statut de port franc, pour compenser son manque de ressources naturelles, l'île avait développé le commerce maritime. Les Saint-Barth sont très entreprenants. Il y avait beaucoup de marins, très bons marins d'ailleurs. Une goélette pouvait transporter jusqu'à 100 tonnes de marchandises. Roman Bill a sillonné la mer des Caraïbes avec sa propre goélette pendant près de 30 ans. À l'époque, je partais d'ici avec la goélette pour amener la marchandise à Guadeloupe ou à Martinique. Ça dépendait des occasions. Et je partais avec un chargement de sel que j'avais pris à Saline. Et sur le pont, je mettais 60 bœufs. L'élevage des bœufs et l'exploitation du sel étaient deux des principales activités économiques à Saint-Barth. Encore fallait-il en assurer le transport. Les bœufs n'ont pas toujours le pied marin. Et les liaisons en goélette restaient plutôt aléatoires. C'était le seul moyen de communication. Ça dépendait du vent. On prenait 24 heures d'ici à la Guadeloupe. Et quelquefois, 2 ou 3 jours. Ça dépend s'il n'y avait pas de vent. Mais en période de calmie ou de mauvais vent et mauvais courant, il nous est arrivé de prendre 10 jours pour faire une traversée dans un des deux sens. De Guadeloupe à Saint-Barth, vous pouvez mettre facilement 2-3 semaines hein, s'il n'y avait pas de vent. Oui, les îles Caraïbes étaient très isolées et les Antilles françaises paraissaient bien loin, vues de la métropole. 1946, le gouvernement français décide de lancer une liaison aérienne transatlantique avec une escale à Port-Étienne en Mauritanie. Objectif : relier l'Hexagone à la Martinique et à la Guadeloupe, deux îles qui viennent d'accéder au statut de département d'outre-mer. Sur place, certains avaient déjà rêvé de voir des aéroplanes dans le ciel antillais. En 1922, un premier appareil volant atteindra Fort-de-France en provenance du continent américain. C'était un hydravion de la marine américaine. À cette époque, l'hydravion semblait être le moyen idéal pour franchir l'Atlantique. Et le gouvernement passa commande d'un monstre des airs, le Latécoère 631. 3 exemplaires furent confiés à la Compagnie nationale. Air France a ouvert ce service transatlantique entre la France et la Martinique en 1947. Entre Biscarrosse, qui est un lac qui se trouve au sud de Bordeaux, et Fort-de-France. Il n'y avait pas à cette période-là de terrain d'aviation. Cet hydravion, considéré comme le plus grand hydravion du monde, avec 6 moteurs, un poids de 76 tonnes, une envergure de 56 mètres, il pouvait transporter jusqu'à 50 passagers. C'est un bel avion, un bel avion. Les caractéristiques de cet avion nécessitaient un entretien extraordinaire. Avec son confort et ses cabines, cet énorme hydravion était conçu comme un paquebot, un navire volant. L'aménagement intérieur pour ces passagers fortunés était bien entendu très luxueux. Un premier service à bord de prestation de repas était aussi mis en place. Les passagers étaient acheminés de Paris au lac de Biscarrosse près de Bordeaux, en train et en bus. Après environ 32 heures de voyage, dont 26h30 de vol, ils amérissaient dans la rade de Fort-de-France.
À cette époque, les liaisons maritimes entre la métropole et les Antilles sont rares et la traversée prend au moins 6 jours. L'hydravion géant commença à assurer un service régulier avec un aller-retour tous les 15 jours. Mais il fallait que les passagers puissent continuer leur voyage vers d'autres îles au départ de Fort-de-France. À partir de là, les passagers qui devaient aller vers le sud ou vers le nord étaient pris en charge par des appareils amphibies, c'est-à-dire qui pouvaient se poser aussi bien sur terre, sur des pistes que sur l'eau, qui étaient des Catalinas. Au départ de Fort-de-France, 3 Catalinas assurent alors des liaisons avec la Guadeloupe, Saint-Martin, la Guyane et d'autres destinations, bien que le ciel des Caraïbes soit jusque-là le domaine réservé des Américains. Faute de pistes d'atterrissage, les liaisons aériennes entre les îles ne pouvaient alors se faire qu'en hydravion. Après la guerre, rares étaient les petites Antilles à disposer d'une piste d'atterrissage, et d'ailleurs l'idée même de créer des pistes sur certaines de ces îles relevait du rêve un peu fou. Heureusement, quelques aviateurs audacieux y ont cru. Certains sont devenus des personnages emblématiques pour tous les pilotes de la région. Exemple, José Dormois. Eh bien, lui, Dormois, j'ai eu une énorme admiration pour lui. Il est parti à l'âge de 16 ou 17 ans de sa vie familiale en Guadeloupe. Et il a été rejoindre les forces françaises de Gaulle. Et puis, il est devenu pilote de chasse dans la Royal Air Force. José Dormois a laissé son empreinte aux Antilles sous le surnom de Mr. Pipe, car il avait toujours la pipe à la bouche, même aux commandes de son avion. Dormois a bien connu un autre personnage de légende, marin, aventurier et visionnaire, Rémy de Hennen, le premier à avoir eu l'idée de poser un avion à Saint-Barthélemy. Il a été à Porto Rico, il a appris à piloter, il a acheté un petit avion, et puis le seul endroit possible à Saint-Barth, c'est où se trouve la piste actuellement. Et avec l'autorisation de M. Lédé, qui était propriétaire de tous ces terrains, là, et de Hennen est venu avec son petit avion et s'est posé. Et c'est bientôt avec des bimoteurs que De Hennen s'opposera régulièrement entre la colline et la mer qui borde l'extrémité du terrain de Saint-Jean. Très peu de personnes y croyaient. Mais il y a cru comme dans beaucoup de choses et il est arrivé. Alors il s'amuse à dire oh, s'il continue comme ça, le pauvre il va se tuer à Saint-Barthélemy. Non seulement Rémy de Hennen ne s'est pas tué, mais il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour convaincre les habitants et les visiteurs de l'intérêt de l'aviation. Je me suis posé, ça s'est très bien passé. Je leur rends hommage au propriétaire, M. Lédé, qui ensuite a coopéré en faisant couper les arbres, en bouchant la mare. La piste n'a été reconnue par l'administration que 10 à 12 ans après. Il y avait déjà les fils électriques et les fils téléphoniques qui passaient là. Et lui, il se posait quand même, il s'arrangeait à passer en dessous. Ce terrain était un pâturage où mon père avait ses bêtes à cornes et ses moutons. Dans la maison familiale, toujours située en bord de piste, Hippolyte Lédé, un des premiers pilotes de l'île, se souvient. On se présentait assez bas, de façon que le gardien puisse le voir, et il savait automatiquement que c'était pour atterrir. Il y avait quelqu'un qui soignait les moutons pour M. Lédé, et qui, au passage de l'avion, avait une boîte avec des cailloux là-dedans, et il sonnait les cailloux dans la boîte pour faire évacuer les moutons pour que M. Lédé puisse se poser. Petit à petit, l'aérodrome de Saint-Barthélemy s'est développé et même les capitaines de goélettes ont commencé à voyager en avion. À partir du moment que l'avion est arrivé, tout a changé. Oui, l'aérodrome de Saint-Jean est rapidement devenu un des lieux les plus fréquentés de l'île. Le nombre de personnes souhaitant se déplacer en avion plutôt qu'en bateau ne cessait de croître. Il fallait répondre à la demande, imaginer un système
il fallait créer une compagnie aérienne. Tintamarre, un îlot désert au large de Saint-Martin, pas de relief, l'endroit idéal pour un aventurier comme de NN pour créer une base aérienne. C'est une île plate, donc il n'y avait pas beaucoup de travaux à faire pour faire une piste d'atterrissage. J'ai choisi Tintamarre parce que c'est un territoire français et que la seule piste vraiment organisée de l'époque dans la région était l'aérodrome de Juliana, construit par les Hollandais pendant la guerre. Et l'île étant plate, d'ailleurs les populations anglaises de la région l'appellent Flat Island. J'ai été simplement avec un bateau, avec l'équipage, et une journée on a arraché quelques plantes qui étaient trop hautes, bouché une partie des trous de crabe parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis on s'est posé, on s'est établi là. Et c'est comme ça qu'il a décidé de créer une petite compagnie qui desservait les îles comme Saint-Barth, Saint-Martin, Guadeloupe, où il n'y avait pas d'aérodrome, mais nulle part. La CA, compagnie aérienne antillaise. Ils avaient une piste qui faisait quelques centaines de mètres. Chaque fois qu'on se posait et qu'on décollait, c'était un exploit, on n'était pas sûr d'y arriver. En 1946, trouver des avions n'était pas très compliqué si on n'était pas trop regardant sur leur état. Ils les achetaient à Porto Rico, ils les faisaient venir des États-Unis. Les avions ne coûtaient pas cher, ils étaient détruits parce qu'ils pourrissaient dans les hangars. Donc c'était un investissement minime avec énormément de pièces détachées. On avait environ 5 ou 6 avions. C'était des surplus de guerre américains, parmi lesquels il y avait 2 hydravions et 4 avions. Les avions qu'ils utilisaient à l'époque, c'était des 4 places, des 5 places, c'était vraiment des petits avions. Hein. Il n'y a jamais eu de gros avions. Hein. Donc c'était transporter des gens comme ça, c'était à coup de 2-3 personnes, 4 personnes, c'est tout, quoi. Les passagers, je pense qu'ils devaient avoir peur assez souvent, puisque au tout début, c'était dans des vieux avions, c'était des rebuts de guerre et tout ça. Alors, c'était pas de trop beau, mais comme voulez-vous, on le faisait quand même. À partir de Tintamarre, ils allaient dans toutes les Antilles, dans des conditions difficiles. Et ils faisaient une ligne presque régulière entre Saint-Martin et Guadeloupe. Les pilotes et les mécaniciens vivaient entre Tintamarre et Saint-Martin. Un de ces pilotes, Roger Grandhomme, avait comme fiancé Andrea Peterson. Et ces pilotes sont arrivés, ils étaient tous partis de chez eux en tant qu'étudiants, vous savez, à l'âge de 18-20 ans. Et ils sont revenus et il n'y avait strictement rien à faire. Et ils ne rêvaient, je suppose, que d'aviation. Ils étaient certainement passionnés, mais il y a eu plusieurs qui sont venus de la Martinique. Il y avait un Grandhomme, il y avait un autre qui s'appelait Zouzou, qui étaient tous des pilotes formés dans l'armée de l'air chez les Anglais. Tout le monde en rêvait à cette époque. L'aviation, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un pilote, c'était presque un héros, vous voyez. Mais les héros doivent aussi gagner leur vie. Et si la journée, les aviateurs de Tintamarre transportaient surtout des passagers, le soir, il leur arrivait de transporter différentes marchandises. Et on avait beaucoup de contacts par des gens de Guadeloupe qui nous ont demandé de leur amener du whisky, parce que le whisky en Guadeloupe était très cher. À Saint-Barth, ça ne coûtait pas grand-chose. Des cigarettes américaines. Donc ça nous arrivait souvent de faire des vols de nuit remplis de cigarettes et de whisky. Eux, ils achetaient ici cannelle, muscade et puis vanille. Ils allaient revendre ça, je crois, soit à Saint-Martin ou bien à Saint-Barthélemy. Ils partaient de Tintamarre sur le coup de 2-3 heures du matin. Alors sans rien du tout, il n'y avait pas de lumière ou quoi que ce soit. Ils arrivaient à Saint-Félix-au-Gosier. Les gens les éclairaient avec des flambeaux. Ils étaient prévenus. Ils déchargeaient leurs marchandises pour revenir, pouvoir se poser à Tintamarre au lever du soleil à 6h, 6h30 du matin. Si Rémy de NN avait installé sa compagnie sur un îlet désert, c'était notamment pour ne pas avoir trop de comptes à rendre aux autorités. Mais il rencontra d'autres difficultés. La compagnie a marché bien pendant une année, puis il y a eu 2 accidents, malheureusement. C'était des jeunes gens vraiment tous très sympathiques.
Et je sais pas, on a éprouvé énormément de chagrin à savoir la façon dont ils sont morts. C'était bête, quoi. Il y a eu un premier accident avec Ganteaume seul, et ensuite je suis parti à Paris. Et en mon absence, les pilotes ont fait, je dirais, des imprudences. Il y en a un qui a pris un avion qui n'aurait pas dû voler. Et dès qu'on a un accident, l'administration, évidemment, n'est pas encouragée à donner une autorisation. Alors j'ai dû tout stopper. La CAA ne survécut pas aux accidents, mais entre-temps, de nombreux projets aéronautiques s'étaient développés. En Guadeloupe, il fut décidé de créer une piste importante, non loin de Pointe-à-Pitre, et c'est José Dormois qui, après avoir participé à l'aventure de Tintamarre, contribua à ouvrir la piste du Raizé. Une piste bétonnée de 1600 mètres fut mise en service en 1950. En Martinique, l'aéroport du Lamentin sera mis en service en 1952. Au départ du Raizé en Guadeloupe, José Dormois ouvrira d'autres pistes. Je m'appelle Marie-Galante, la première fois qu'on y a été, je me suis posé sur le terrain de football et puis je craignais de ne pas pouvoir décoller. Et au bout de 2 ou 3 fois, comme on avait un petit avion de l'Aéroclub qui ne prenait qu'un passager plus le pilote, j'ai décidé un peu, tous ces gens-là, m'avancer un peu d'argent. J'ai acheté un avion plus gros qui faisait 4 places. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer la route sur Marie-Galante et de même pour Désirade. Nous avons décidé de créer une piste là. Donc le docteur et ses malades et quelques volontaires du village sont mis au travail. Ils ont coupé les mansoliniers, il y a plein d'arbres, ils ont coupé les arbres, bouché les trous. Et c'est de là qu'est partie la piste de Désirade. Malgré les difficultés dues à leur faible superficie ou au relief, des pistes ont été ouvertes progressivement sur la quasi-totalité des îles habitées. L'une d'elles, Saba, n'était qu'un gros rocher et les responsables locaux décidèrent de faire appel à l'aviateur le plus intrépide de la région. C'est grâce à Dieu que Saba disposait en bas de la montagne d'un terrain plat. Et M. Rémy de Hennen, qui était un aventurier de l'aviation dans les îles, est venu survoler l'île à la recherche d'une possibilité d'aménager une piste. Février 1959. Après être venu repérer l'île en hydravion, de Hennen fait dégager le minuscule terrain plat et devant la population en liesse, réussit à y poser un petit monomoteur. En 1961, ce sont d'autres pionniers qui créèrent la Windward, la première compagnie à desservir Saba. Certains venaient de Saint-Barthélemy. Ils développèrent un réseau qui s'étendra sur toutes les îles hollandaises et au-delà. La compagnie, pour pouvoir survivre, devait automatiquement utiliser d'autres pilotes. Et c'est ainsi que José, finalement, est venu travailler pour la Windward. Il est resté, c'était le pilote qui restait le plus longtemps avec nous, et qui était vraiment un gars extraordinaire. Oui, après un séjour en Guyane destiné principalement à ravitailler les orpailleurs dans les endroits les plus reculés, Mr. Pipe mit son expérience au service de la petite compagnie. Il devint le pilote attitré de la famille royale hollandaise
lorsqu'elle visitait les îles associées au royaume. La piste de Saba tient plus du porte-avions que de l'aéroport. D'ailleurs, au début, certains pilotes refusaient de s'y poser. José Dormois s'y est posé des milliers de fois, sans incident. Et sans jamais annuler un atterrissage, dit-on, quelle que soit la météo. L'implantation de pistes dans les petites îles a accéléré le temps. Et l'avion est devenu un moyen de transport banal, trop banal peut-être. Ici, il y a 2000 habitants, jamais ils avaient quitté leur île, si ce n'est par bateau, c'était une expédition. Maintenant, c'est devenu classique. Il y a un Twin Otter qui arrive, on embarque 20 passagers, et tout le monde trouve ça normal. L'avion a provoqué un changement très important pour l'économie des îles et pour la mentalité des populations qui se sont mises à voyager. Je ne connais aucun autre investissement dans les îles qui aurait pu modifier la vie locale autant qu'un aéroport. Et pour les habitants de Marie-Galante, c'était la bénédiction du bon Dieu. Longtemps restées à l'écart, les îles ont réalisé grâce à l'avion qu'elles pouvaient elles aussi faire partie du monde moderne. « 1950, 2 ans après l'arrêt de l'exploitation des hydravions transatlantiques pour cause d'accident, les liaisons aériennes entre la métropole et les Antilles reprennent avec un nouvel avion qui assurait la ligne Paris-New York-Pointe-à-Pitre une fois par mois, le Constellation. Il faudra encore attendre 3 ans pour que Paris soit relié aux Antilles par vol direct. Dès 1953, Air France met en ligne le Super Constellation sur la ligne directe Paris-Orly-Le Dans les années 1960, l'histoire de l'aviation s'accélère. Les liaisons aériennes se développent partout et les compagnies destinées à desservir les petites Antilles se multiplient. La Paname est la première à mettre des avions à réaction en service sur les Caraïbes. Et Air France lance un Boeing 707 sur les Antilles françaises en 1960. À cette époque, le tourisme se développe considérablement dans les Caraïbes, ces îles qui baignent toute l'année dans une température aux alentours de 30 degrés. Au nord, l'aéroport de San Juan à Porto Rico est devenu une plaque tournante pour la desserte des Caraïbes et de l'Amérique latine au départ des États-Unis et favorise un essor économique spectaculaire. Le premier Boeing 747 se posera aux Antilles françaises en 1970, contribuant à développer une importante industrie touristique en Guadeloupe et en Martinique. Et bientôt, se lanceront les compagnies de charter avec leurs pionniers et leurs pionnières. La FAT a été la première compagnie française de charter sur les Antilles. La Validaire n'était pas une compagnie française, c'était une compagnie tout à fait hors la loi. Oui, c'est une femme qui a lancé la première compagnie de charter entre la métropole et les Antilles. Et c'est une autre femme qui a créé la première compagnie régulière destinée à relier la Guadeloupe et ses îles, Nicole Petreluzzi. Très jeune, elle a eu son brevet de pilotage à 17 ans. Et elle faisait la navette avec son père sur Marie-Galante.
elle avait un tout petit avion appelé le Moustique Flemmard. Et après, elle a créé sa flotte vraiment pour Marie-Galante. Et sa compagnie s'appelait Air Antilles. Nous avons ouvert absolument toutes les dessertes de la Guadeloupe, sans exception. Au départ, j'étais seule à piloter, puis au fur et à mesure que les lignes se sont développées, bien entendu, il a fallu faire appel à des pilotes extérieurs. Et c'est comme ça que j'ai embauché mon mari et que je l'ai épousé quelque temps après. En 1977, 191 401 passagers ont été transportés entre la Guadeloupe et Marie-Galante. Aujourd'hui, l'aérodrome est désert car les liaisons aériennes n'ont pas pu résister à la concurrence des bateaux rapides. Situation identique aux Saintes, où la piste difficilement arrachée à l'île n'est plus fréquentée que par les avions privés. Et pourtant, pour construire entre les maisons et la mer cet aérodrome devenu fantôme, il a fallu niveler un des rares terrains disponibles de terre de haut, raser des dunes et combler un étang. Donc la mare c'est tout ça, jusqu'à environ 200 mètres là. Cette mare était le principal point d'eau de l'île. On se dirige vers la pointe des Châteaux, on est à 1200 pieds. Simon Ayotte est aussi un pionnier de l'aviation en Guadeloupe. Il a vécu l'évolution du département. Quand je suis arrivé à la Guadeloupe en 1976, en venant de la Martinique, cette plage était une plage de sable blanc avec des cocotiers. La première compagnie que j'ai créée, c'est Guadeloupe Air Cargo. Rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait une véritable demande pour le transport de passagers, puisque Air Guadeloupe ne faisait que des vols réguliers entre Marie-Galante, Désirade, des Saintes, Saint-Barth, Saint-Martin. C'est à ce moment-là que m'est venue l'idée de créer la compagnie Air Caraïbes, compagnie que j'ai créée donc avec d'abord 2 Cessna 207. Et ces avions étaient les premiers avions d'Air Caraïbes, qui rapidement ont été remplacés par des BN2, qui étaient des bimoteurs anglais de 10 places spécialement faits pour la Caraïbe, et tout le monde en avait, l'ALIA, tous les concurrents en avaient. Et nous nous sommes lancés donc dans la création de cette compagnie Air Caraïbes avec tous les problèmes administratifs de l'époque. Avec de la ténacité et une bonne dose d'imagination, on peut vivre du transport aérien dans les Caraïbes. Mais pour y arriver, il faut beaucoup ramer. Simon Ayotte a commencé ses activités aériennes grâce à un vieux DC-3 avec lequel il a transporté des passagers parfois un peu atypiques. Ce qui m'a fait gagner de l'argent rapidement, c'était le transport d'animaux vivants. Je me suis lancé dans le transport de chevaux de course parce qu'il y avait un marché de transport de chevaux de course entre les îles de la Caraïbe. Les chevaux, ça a été les animaux les plus dangereux à mon avis à transporter parce que c'est un animal qui est extrêmement vif dans un avion. Et moi j'ai eu un incident entre Barbade et Fort-de-France une fois. Il a fallu pratiquement abattre un cheval. Il avait cassé le hublot en donnant des coups de pied. Je transportais beaucoup de bœufs que j'achetais aussi à Barbuda et Antigua, que je revendais à la Guadeloupe. Des bœufs que je transportais entre Marie-Galante et Fort-de-France. Quelquefois, il arrivait que ces passagers hors normes oublient d'attacher leur ceinture. On a décollé et après un quart d'heure de vol, le bœuf qui était le plus en avant, si vous voulez, derrière moi, est rentré en marche arrière dans le cockpit. Rémi Olanier est aussi un vieux baroudeur du ciel. À travers les Caraïbes, il assure le transport de tout ce qui doit être acheminé sans délai d'une île à l'autre. Ici, j'ai transporté tout. Les gens qui voulaient se faire incinérer, il n'y a pas d'incinérateur ni à Saint-Martin ni à Saint-Barth. Donc pendant de nombreuses années, j'ai transporté les cercueils, transporté la famille avec le cercueil. C'était un peu folklorique.
Petit à petit, l'avion s'est rendu indispensable aux Antilles en rendant des services dans bien des domaines. Il s'est avéré très utile, par exemple, pour le traitement des plantations de bananes. On passait des produits à base d'huile sur les bananes, sur les champs de bananes. Il n'y avait que ça à l'époque. C'était pas des machines qui étaient faites pour ça. Donc tout le poids était derrière le pilote. Et en cas de crash, il recevait toute la cuve dessus. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu traiter les bananes par avion. Et ça a toujours été ma préoccupation principale, arroser les bananes. Dans les années 1960, ces vols acrobatiques fascinaient les jeunes. Aujourd'hui, l'épandage est assuré par hélicoptère. Sans l'avion, ici, la population est complètement coupée du reste du monde. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est l'avion, le bateau. Hein. C'est la camionnette, c'est la voiture. Dites-vous que l'avion d'occasion vaut pas plus cher qu'un 4x4 en métropole. Donc l'avion, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. 6 heures du matin, Saint-Barthélemy. Pour Bernard Javel aussi, cuisinier à domicile, l'avion est un outil de travail. Il lui permet par exemple d'aller s'approvisionner en langoustes à Saint-Eustache ou à Barbuda. Quand on décolle de Saint-Barth le matin très tôt, il n'y a pas beaucoup de trafic aérien. On est juste confronté à la beauté exceptionnelle de l'univers qu'on traverse. Et on est en train de traverser les nuages avec des reflets roses et bleus. On a vraiment l'impression d'être un ange montant au paradis. Barbuda, 7h30 du matin. C'est une période dans l'année, au printemps, où il n'y a pas de langoustes sur Saint-Barth. À ce moment-là, on vient s'approvisionner ici. En début de saison, comme ça, on fait plutôt des vols sur la Guadeloupe et sur la Martinique, qui eux n'ont plus du tout de langoustes et n'ont pas assez pour fournir le marché local. Eric Burton est né ici. Ancien boxeur, il est notamment pourvoyeur de langoustes. Il y a beaucoup de coraux autour de l'île. Ailleurs, il y a des eaux plus profondes, mais à Barbuda, il y a un très beau plateau corallien. Oui, c'est grâce à un vaste plateau recouvert de corail en eau peu profonde que l'on trouve ici beaucoup de langoustes. Une fois les langoustes emballées, il reste à les payer et les emporter. À Saint-Barth, un couple a élargi ses horizons professionnels grâce à l'avion. Pierre Fraud est pilote et Véronique Ridan est spécialiste de la vue. Je suis ophtalmologiste pour un temps à Saint-Barthélemy, pour un temps à Marie-Galante. On est ici à Saint-Barth, dans une petite île. On va travailler à Marie-Galante, qui est dans une île qui est à 350 km d'ici. On ne peut pas y aller à la nage. Il n'y a pas de liaison ni maritime, ni même aérienne. Marie-Galante compte environ 20 000 habitants, mais pour se faire soigner les yeux, il faut se rendre à Pointe-à-Pitre. Parce que il n'y a pas suffisamment de patients pour pouvoir faire vivre un ophtalmo correctement. Il y a beaucoup de vieux à Marie-Galante qui ne sont jamais allés voir l'ophtalmo. On a soigné actuellement 7500 patients à Marie-Galante. Saint-Martin est beaucoup plus vaste que Marie-Galante. Lorsqu'on y possède son avion, que l'on est pilote et instructeur, on peut avoir plusieurs casquettes. Je suis également pilote professionnel dans la compagnie locale qui fait des évacuations sanitaires au départ de Saint-Martin. La structure médicale ici ne traite pas la totalité des pathologies. Donc on évacue de façon régulière des patients vers la Guadeloupe et la Martinique, de jour comme de nuit. 3 avions aménagés pour emporter civières, matériel médical et accompagnateurs sont mobilisables en permanence. Nous effectuons les vols sur appel de l'hôpital avec un décollage en moins de 2 heures. Nous sommes amenés sur une année à évacuer environ
200 personnes. Une autre activité d'Yves Blanchet, le transport de la presse. Lorsque le vol en provenance de Paris est en retard, les journaux ratent la correspondance pour Saint-Barthélemy. Alors, Yves Blanchet et son avion interviennent. Aussi performantes soient-elles, les compagnies locales régulières ne peuvent pas fournir des services aussi personnalisés que les avions privés. Et pourtant, il existe dans la région Caraïbe des compagnies très souples. Il y en a même qui ne possèdent aucun avion. Air Saint-Martin est une compagnie virtuelle qui organise des vols privés à travers les îles. Notre métier, c'est de fournir des vols à la demande vers les différentes îles au départ de Saint-Martin. La compagnie n'a pas besoin d'acheter des avions, elle les loue en fonction de la demande. Malgré les apparences, voler dans les Antilles et y faire fonctionner une compagnie aérienne n'est pas si simple que ça. Il y a d'abord les obligations administratives. Les règlements sont toujours en retard de 10 ans ou 15 ans sur les progrès techniques. L'administration a tellement compliqué les choses et tellement surveille tellement ce qui se passe qu'on n'a plus la liberté qu'on avait. Avant, on montait dans l'avion, on appelait la tour, on posait le plan de vol comme ça par radio. On disait je vais à tel endroit, j'étais en autonomie, tel passager, voilà. Cet espace de liberté se restreint un petit peu tous les jours. On perd plus de temps en papier qu'en heure de vol, je veux dire. Quand je vois partir sur Saint-Barth où c'est 10 minutes de vol, je vais passer 1 heure, il faut que j'arrive 1 heure avant à l'aéroport. Autre petit souci, la mécanique. Car bien souvent, les pièces de rechange ne sont pas disponibles et il faut les faire venir des États-Unis. Mais les avions aujourd'hui tombent rarement en panne, s'ils sont bien entretenus. Le seul problème technique, en fait, c'est l'aérologie. Bien connaître l'aérologie, parce que quand on va sur une piste comme Désirade ou comme les Saintes, à partir du moment où le vent se retrouve soit venant du sud, soit venant du nord, on rentre dans des rouleaux, des tourbillons. Il faut bien tenir compte de la météo, mais d'autres phénomènes naturels peuvent aussi perturber la navigation aérienne. Montserrat. En 1995, le volcan Soufrière Hills entre en éruption et la lave recouvre une grande partie de l'île. L'aérodrome, comme la capitale Plymouth, disparaîtront sous la lave et aujourd'hui encore, les nuages de cendres perturbent le trafic aérien. Il y a pratiquement les 2/3 de la population de l'île qui est partie, qui a été obligée de retourner sur Antigua, même beaucoup qui ont été recueillis en Angleterre. Et toute cette partie de l'île-là, maintenant elle est déserte, il n'y a plus personne qui habite dessus. Une des priorités des habitants a été de construire un nouvel aéroport au nord de l'île. Piloter un avion aux Antilles n'est pas toujours facile, même si cela reste un rêve. Un rêve qui peut réserver quelques surprises. Dans les Caraïbes, il n'est pas rare d'apercevoir des îles fantômes. Des îles fantômes, ça existe réellement. Moi, ça m'est arrivé une fois, entre Dominique et Martinique. J'ai vu une île fantôme à ma gauche à l'ouest. C'est-à-dire que vous voyez une île quelque part, que vous savez que ça n'existe pas, alors c'est que c'est fantôme. C'est tout simplement l'ombre portée des nuages sur la mer. Ça n'arrive pas quand on connaît bien le coin parce qu'on ne se laisse pas prendre. Mais pour un jeune pilote qui cherche l'île en face, il la voit brusquement sur le côté et il pense que c'est l'île. Le plus délicat pour le pilote des Caraïbes reste de poser son avion en douceur sur certaines pistes, comme Saba, les Saintes, Moustique ou Saint-Barthélemy.
C'est un atterrissage qui est délicat, qui compte parmi les plus difficiles. Mais quand on connaît et puis que le vent est dans l'axe et on respecte ce qu'il y a à faire, ça se passe bien. Il faut de l'expérience. Pour pouvoir atterrir sur ces pistes originales, les pilotes doivent posséder des qualifications spéciales. Ça n'a pas été simple, mais l'aviation civile a joué le jeu en classant le terrain à usage restreint et en assujettissant tous les pilotes à une qualification de terrain qui est encore d'actualité actuellement. Dude, that guy's gotta stop. Whoa! Crap! Si la qualification limite les risques, elle ne pourra jamais les éliminer totalement. Mais des accidents, il peut y en avoir partout, et pas forcément là où on s'y attend. Les instruments de navigation aérienne ont beaucoup évolué. Ils sont aujourd'hui d'importants facteurs de sécurité. À l'époque des pionniers, ils n'existaient pas. Ça s'appelait piloter aux fesses et au nez, parce qu'on avait comme aide à la navigation qu'une boussole et puis la montre. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Beaucoup plus facile. Nous, maintenant, on est quand même des privilégiés parce que le matériel a beaucoup évolué, comme dans tous les domaines, alors que les véritables pionniers, comme Rémi de Hennen ou José Dormois, c'était vraiment un autre monde. On voulait sans radio, sans plan de vol, sans savoir, sans connaître la météo. On n'avait aucune communication avec les îles voisinantes. On faisait une estimation d'après la vitesse, d'après le vent, on prenait un cap approximatif pour penser pour la dérive. On portait, puis on faisait des prières pour que ça soit bon. On s'est jamais perdu, en fait. Non, je ne suis jamais perdu. Aujourd'hui, l'ombre des pionniers plane toujours sur les Caraïbes, car on rend hommage à leurs efforts. José Dormois a longtemps habité l'île de Saint-Eustache. Dans la petite aérogare, Ellie, sa veuve, a contribué à une petite exposition à la mémoire des pionniers de l'aviation. Le but, que l'on se souvienne des exploits de ces aviateurs de légende et que l'on sache combien ils ont contribué au développement des îles. À Saint-Martin, la Poste hollandaise a édité une série de timbres à l'effigie de ces grands aviateurs. Et à Saint-Barthélemy, on a remis en 2004 une précieuse distinction à Mr. Pipe. Je suis José Dormois, au nom du gouvernement de la République, nous vous décernons la médaille de l'aéronautique. Je remercie également Rémi qui est là et ça m'appelle du beau temps d'essayer. Voilà, mais on n'a plus de place. Aux obsèques de Rémi de Hennen, la population et les responsables de la vie publique étaient nombreux à rendre un dernier hommage aux pilotes visionnaires. Rendre un dernier hommage à M. Rémi de Hennen, ancien maire et conseiller général de Saint-Barthélemy. Il fallait qu'ils aiment ça, et puis c'était effectivement un peu des aventuriers. Ça, c'est clair, oui. Je pense que pour moi, c'était certainement les plus grands pilotes des Antilles. Je crois que tous les jeunes pilotes doivent s'inspirer de ce qu'ont été ces gens-là. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Antoine de Saint-Exupéry.
It's time to start over again. Look out for some clover again. I'll have to start yoga or zen. I'm going to smile when I wake up. Get out of my lazy bed. I finally figured it out. And now I know what it's about. I'll open the shutters and shout until the town settle down. 'Cause he's out of my crazy head. He's gone away. The man is gone and I'm alone. But I've moved on. He's gone. So dump the man quickly as you can. Leave the frying pan. It's time to start over